Bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices. Vous qui tendez vos oreilles avec obligeance et écoutez ce témoignage avec tempérance, merci de cette intelligence. Merci d'écouter une parole qui nous donne à entendre qu'en France, malgré le fait que beaucoup trop de personnes pensent que tous les engagements ne se valent pas, que beaucoup trop de personnes pensent que tous les Français et les Françaises ne se valent pas. C'est pourquoi je partage avec vous ce nouveau témoignage d'une femme née en France, qui a grandi, milité et étudié en France, qui est une concitoyenne comme les autres et devrait être considérée par tous et par toutes comme telle, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc nous voici pour notre deuxième émission sur les mais enfin quoi, je suis française, et pour ce coup-là, on a invité une personne qui voudrait aussi vous parler de son expérience d'être considérée comme non française alors qu'elle est née française. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Neda. Je suis née en Alsace. J'ai grandi dans les HLM, c'est un quartier populaire d'une des villes d'Alsace. Mhm, J'ai eu un parcours assez classique, donc école, collège, lycée, université jusqu'au master. mhm, Mais depuis environ un an, presque un an maintenant, j'ai décidé de m'expatrier. mhm. Et il y a eu beaucoup de confrontations en fait à mon identité, à ce que je m'identifie en tant que française dans un pays étranger. Oui. Et j'ai vraiment remarqué que c'était assez bizarre de me déclarer en tant que française sur beaucoup de choses parce que j'ai réalisé que c'était pas forcément quelque chose dont on a besoin déjà quand on vit en France. Mhm, Mais avant ça, en fait, c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément français quand on est d'origine maghrébine, mhm, comme moi et comme ma famille, même si, voilà, on est une famille issue de la mixité. Ça veut dire que ma grand-mère est française, moi je suis née en France. Enfin, il n'y a pas forcément eu de question de est-ce qu'il faut demander la nationalité. Enfin, on l'a eu dès la naissance. oui, oui. Mais c'est vrai que tout au long de mon parcours scolaire, souvent j'ai été renvoyée à une identité maghrébine. D'accord. Alors que là, à l'étranger, justement, je suis considérée comme française. Les papiers que j'utilise pour balader à l'étranger, c'est des papiers français. Mhm. Quand je vais quelque part, quand on me demande je parle quelle langue, je parle le français. Et bon, même s'il y a toujours un petit peu un aspect ah bon, vraiment française parce que je suis valais. Donc forcément, on se demande, ah, il y a des valets en France. Mais oui, ma seconde, enfin, mon identité Excuse-moi, je maghrébine, t'entends plus très très bien là. elle est quand même renvoyée au second plan. Ouais. Excuse-moi, je t'entends Oui, plus très bien. Tu parles peut-être plus devant le micro en fait. moi je ne parle plus devant le micro. Je sais pas parce que là, j'entends tout d'un coup le son a baissé d'un grand coup. Ah, et maintenant? Euh... Non, ça n'a pas tellement changé en fait. Attends, je vais peut-être augmenter le. D'accord, parce que je suis toujours positionnée de la même façon en vrai. Ok, ouais, non, mais moi je pense. Du coup, ça faisait un peu comme quand on parle avec un kit main libre, mais donc du coup, c'est pas ça du tout. C'est peut-être de mon côté au niveau de la D'accord, réception. mais c'est vrai que en fait j'ai mon casque et je parle dans mon casque, mais depuis le début en fait ça n'a pas changé D'accord, normalement. oui, oui, bah, ça devrait aller là du coup. Est-ce que tu... Ok, d'accord. Voilà, ok. Donc, Où est-ce qu'on était à peu près? ouais, bah, tu parlais un peu de ton identité, du fait que tu te sentais pas forcément à devoir insister sur ta nationalité française tant que tu étais en France, mais que maintenant que tu travailles à l'étranger, c'est quelque chose qui devient un peu plus volumineux dans ta vie. En fait, ce que je me rends compte à l'étranger, c'est que en France, j'étais plus dans une position où il fallait montrer que effectivement j'étais une maghrébine ou une personne issue de l'immigration maghrébine, Mhm. mais que on arrivait à se faire une place en France. En fait, il y avait vraiment l'idée de se faire une place.
D'accord. prouver en quelque sorte qu'on est français. Alors que quand on est à l'étranger, euh, tout ce processus de devoir prouver, en fait, il n'existe pas. Ouais. Et ça m'a fait vraiment bizarre au début, parce que je Mhm. me suis rendu compte que, en fait, il y avait plein de choses que je devais toujours compartimenter, que c'était, que j'avais plus besoin, en fait, d'avoir un espèce de combat à mener. Mhm. En fait, je suis juste française. Quand on est à l'étranger et que je sors de mes papiers d'identité, on va pas me poser la question de vie. Ah bon, est-ce que vous êtes vraiment français? Est-ce que pourquoi on porte le voile? Enfin, il y a moins ces questions-là. Même si de temps en temps, quand je rencontre des Français du coup aussi expatriés, hein, Ouais, ouais. il y a ce truc de oui, mais véritablement, tu viens d'où? De D'accord. toute façon, ça a toujours été une question hein, qu'on pose. Hein. Ok. Mais par exemple, dans mon entreprise, c'est pas bizarre. C'est une entreprise internationale. Il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des gens qui viennent vraiment de partout dans le monde. Mhm. Euh, et en fait, bah, comme j'appartiens au marché français, donc je travaille pour le marché français au sein de mon entreprise, je suis juste française. Il n'y a pas cette double question de ah, mais avant de venir en France, d'où est-ce que tu viens? Ça, il y a beaucoup moins. Et comme D'ac- je disais, oui, ça fait bizarre, en fait, de se rendre D'accord. compte qu'en vrai, mon enfance en France, le temps que j'ai passé en France, en fait, je le définis par une lutte identitaire. Mhm. Et je me rends compte que depuis 10 mois, je ne vis plus cette lutte. J'ai plus besoin de prouver, en fait, que je suis française. Et c'est très, très, très apaisant. C'est très? On se rend compte que c'est très apaisant. D'accord. C'est très apaisant et je suis beaucoup plus bah, je me retrouve même parfois à avoir des aspects de la culture française qui me manquent. Ça, c'est pas non plus, j'ai envie de rentrer chez moi, mais je me serais jamais dit un jour, oui, en fait, au final, je suis quand même un peu française. D'accord. Et donc, du coup, de manière générale, en fait, l'idée, c'est que là, tu te sens presque plus française maintenant que tu es à l'étranger que quand tu étais en France. On te renvoyait à quelque chose d'étranger, quoi, en fait, c'est ça? C'est ça. D'accord. Euh, En fait, comme je suis musulmane et issue d'une communauté musulmane maghrébine, Uhum. en France, je peux pas, par exemple, trouver un travail. C'est impossible. On vit dans un système où on nous a privés de ces possibilités-là. Et Ouais. c'est devenu tellement normal que quand j'ai trouvé ce job à l'étranger, quand je suis venue, Mhm. euh, j'ai tout de suite pensé à attention, faut que je fasse gaffe pour mon voile, il faut que je fasse attention de ne pas parler beaucoup de religion. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est un sujet que je partage, la religion. Et ce Ouais, que je ouais. veux dire par là, c'est que j'avais l'impression qu'il fallait que je prouve Ouais. que j'étais une personne intégrée, civilisée. En fait, toutes les étiquettes qu'on a essayé de me coller enfin, sur les plateaux BFM et tout Mhm. ça, j'avais plus besoin de lutter contre ces étiquettes-là. D'accord. Et Euh, on parle des médias, mais en fait, ça euh, c'est tellement institutionnalisé en France mhm. que il y a une façon décomplexée de s'adresser maintenant aux femmes voilées. Et on se rend même plus compte qu'au final, c'est le système qui nous prive de nos droits et pas forcément, soi-disant, notre culture ou notre communauté, quoi. D'accord. Mais est-ce que ça vient du fait que le pays dans lequel tu es, ils sont plus tolérants ou est-ce que c'est vraiment parce que en France, tu dis que c'est un système, mais est-ce que dans le pays où tu es, il y a plus de tolérance par rapport au port du voile et par rapport à la religion, ou est-ce que c'est parce que tu es français, parce que tu es française justement? Tu vois. Euh,
Je pense en fait que quand on sort de la France, on se rend compte que le problème de la religion, Ouais. que le problème, la question multiculturelle, tout ça, Mhm. c'est pas un si grand problème que ça en fait. Et D'accord. pourtant, on sait qu'en Europe, c'est une montée de l'extrême droite, hein. Oui, oui. Mais j'ai pas eu ce ressenti-là à l'étranger. Vraiment pas. D'accord. Il y a pas. En fait, j'ai l'impression que les gens ne se posent même pas cette question-là. Ne se posent même pas la question de vie. Attention, elle est différente. C'est une menace. En France, on en est vraiment arrivé là, en fait. Ok. À l'étranger, je suis pas perçue comme ça. D'accord. Alors, on va peut-être revenir un petit peu dans le temps et du coup, on va essayer de se remettre un peu de comment tu as vécu les choses en France. Et du coup, je me demande quels sont pour toi les modèles auxquels tu t'identifies ou tu t'es identifié. C'est très difficile de s'identifier à des personnalités en France. Oui, En tant que femme musulmane voilée, c'est pas forcément des il faut personnalités ou des vraiment, personnages, vraiment mais creuser. pardon, je t'ai coupé la parole. Et tu disais pas forcément des femmes voilées, c'est ça? Non, Comme portrait. c'est pas forcément des personnes auxquelles tu t'es identifié, mais les modèles, ça peut être des archétypes, un modèle moral, un modèle culturel ou des choses comme ça, quoi. Euh, Moi, pour moi, un modèle, ça doit rester dans le présent. Dans le sens où c'est bien d'admirer les personnages du passé, Mhm. mais je trouve que parfois c'est aussi un peu ce qui nous fait rentrer dans un piège et de pas comprendre le temps présent dans lequel on vit. Ah ouais. Moi, maintenant, oui, c'est vrai que ben, culturellement, j'ai appris beaucoup de choses en fait déjà de ma culture nord-africaine, donc forcément, ça m'aide à accepter ou en tout cas à reprendre la narration qu'il y a sur notre passé à nous, donc Mhm. avant la colonisation, ça aussi c'est très important. Mais au-delà de ça, en fait, dans les modèles présents, c'est surtout en fait sur Instagram, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont fait de grandes études, des coachs, euh, des, des jeunes femmes spécialistes en linguistique, Mhm. spécialisées en psychologie. Et en fait, c'est des femmes musulmanes françaises qui ont grandi en France, qui ont le même profil que moi. Et ben, je vais citer quelques-unes. Il y a Inès Toit, il y a Marissa Leroy. C'est des femmes, en fait, sur Instagram, ça aide de se dire que, en fait, avoir fait des études en France, être intelligente et se faire une place dans la société française, c'est pas impossible. On n'est pas seul. C'est pas en fait le seul modèle qui existe. Ouais, oui. Après, pour un peu plus à l'international, avant de rencontrer ces femmes-là du coup françaises, je sais pas si tu vois, il y a une députée américaine, Ilham Omar, je crois. Omar, je crois. Et je me souviens à l'époque quand elle a été élue, moi ça m'avait tellement surpris, ça m'avait un peu retourné. Je me suis dit ah ouais en fait c'est vraiment possible. Elle s'appelle Ilham Omar. Mhm. Je connais pas, C'était à mais l'époque où justement je cherchais à me réorienter et je voulais en fait tenter quelque chose en sciences politiques. Et ça m'a mhm. fait vraiment bizarre en fait de voir que ben, de l'autre côté de l'Atlantique, ben, il y a des femmes qui se lançaient en politique et qui me ressemblaient, quoi. Ouais, oui. Ça aussi, je trouvais que ça a été aussi un modèle qui m'a permis de forger la personne que je suis aujourd'hui. Mhm. Donc, grosso modo, toi, ton modèle, c'est de la femme musulmane intellectuelle, quoi. La femme musulmane, mais surtout dans l'Occident. Donc, c'est... Et je pense que ces femmes-là elles sont bien placées pour comprendre la double culture Mhm. et la double identité qu'on nous prête. Donc, ça veut dire que la société occidentale nous oblige à avoir, en tout cas, essaye de nous coller. Ouais. Et, et en fait, ce sont des femmes qui peuvent montrer une voie sur comment surmonter ça. D'accord. Moi, par exemple, une expérience qui m'a vraiment frappée, qui m'a choquée, euh, c'est le jour où je devais passer mon droit.
Mhm. Donc, voilà, pendant 2 ans, 3 ans, parce que moi, j'ai fait mon master entre-temps. Euh, J'avais ma directrice de mémoire, ça se passait bien, c'était une personne quand même assez ouverte. Et elle m'avait garanti qu'elle allait prendre une personne aussi ouverte d'esprit, hein. Parce que j'avais quand même aussi j'ai assez sensible sur la communauté musulmane. Et la première question que j'ai eue, donc quand je finis ma présentation, ça a été quand même, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Donc, ce jour-là, il n'y en avait pas, donc il n'y avait pas des personnes qui ont été invités, enfin, il n'y avait pas de spectateurs hommes. Et Mhm. elle me dit, mais alors pourquoi vous portez le voile? Alors, D'accord. je me suis dit, je viens de sortir tout un mémoire qui m'a épuisée pendant 3 ans et c'est la première question qu'on me pose. Et ça a démarré, on va dire doucement, mais c'était déjà un choc, Mhm. cette première question-là, parce qu'après, enfin, ce qu'elle s'est permis de dire sur le voile, sur les femmes musulmanes en France, et ah oui, ce qu'elle avait dit, c'était que les femmes voilées portent le voile pour des raisons débilitantes. Ce truc de débilisante, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Je viens de présenter un mémoire devant elle. Et elle qui est psychologue, hein, d'ailleurs, elle est psychologue, elle a dit qu'elle prenait en charge des femmes voilées dans son cabinet. Hein. Je me Mhm. dis, bah, c'est ce qu'on me faire comme discours. Et en fait, je me suis vraiment posé la question, en fait, c'est la lutte, c'est même le jour où je dois passer un examen aussi important, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc oui, c'est des modèles que je suis obligée d'avoir parce que il y a un travail dans leur parcours, il y a déjà un raisonnement, il y a déjà des pierres qui ont été posées Mhm. euh, qui, moi, en fait, me permettent de rebondir quand j'ai ce genre de scène, en fait, qui m'arrive. Et quand j'ai vraiment des gros chocs identitaires comme ça. Ouais. Donc, ça permet de surmonter beaucoup de choses. D'accord. Donc, c'est pas forcément la femme voilée musulmane, parce que ça, il y en a dans le Oui, oui. des modèles de femmes musulmanes. Mhm. Mais c'est des femmes musulmanes en Occident. Oui, il y a un modèle d'émancipation, même avec le port du voile, par exemple, c'est ça? Émancipation, c'est-à-dire. Un modèle de femmes. Euh, je pensais plutôt au mot anglais d'empowerment, ou Oui, c'est ça. voilà. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que on a cette idée que la femme musulmane en Occident, il faut absolument qu'elle s'affranchisse de l'oppression du voile. Mhm. Et en fait, je réalise que notre plus grande lutte en Occident, c'est l'oppression que le système occidental met sur nous. Parce que moi, la pression communautaire, dans le sens où, voilà, est-ce que j'ai dû me battre pour aller faire des études? Jamais de la vie. Enfin, moi, ma famille n'a jamais imposé ça et enfin, même les filles que je connais autour de moi, ça n'a jamais été nos débats. Mhm. Euh, Est-ce que j'ai été obligée à mettre l'école? Ça n'a pas été aussi un débat. Moi, par exemple, là, quand j'ai grandi et que j'ai dû chercher du boulot, moi, mes parents, c'est les premiers à m'encourager de peut-être enlever le voile quand il faut aller travailler. Et c'est là, je fais, bah non, en fait, c'est pas normal qu'on me demande ça. Ouais. Donc voilà quoi, enfin, c'est le modèle d'émancipation, je sais pas, c'est émancipé de quoi en fait au final? Bah, C'est ça la vraie question. en fait, Et, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que, en fait, toi, tu t'es battu pour avoir le droit de porter le voile. Exact, ça a été exactement le même combat que les femmes en Iran pour ne pas être obligées de porter le voile, en fait. Parce que ton combat, c'est plus pour que ces choix de voile ou pas, ce soit plus des choix personnels plutôt que des choix qui soient imposés par la société, en fait, de manière générale, ou par un système. c'est ça, ouais, on peut dire que c'est ça en fait. Je pense qu'en Occident, on a vraiment cette idée que la lutte pour les droits des femmes est vraiment très avancée, Ouais, mais tellement avancée qu'on se met à avoir qu'une seule vision de cette émancipation-là. d'accord. Euh, ouais, bon après. Est-ce que c'est en fait l'éternelle question où la femme, sous n'importe quelle culture et à n'importe quelle époque, elle sera toujours obligée
faut faire ça. Parce qu'en vrai, même des femmes non voilées, femmes musulmanes, aujourd'hui, elles ont encore de grandes luttes à mener dans l'espace du travail. Moi, par exemple, là, en ce moment, au travail, il y a quand même des questions de harcèlement sexuel, Ouais. où est-ce qu'elle est la blague mal placée. Enfin, voilà, quoi. Il y a encore beaucoup de luttes. Je pense que ça doit être, je pense que ça doit être partie intégrante de l'identité des femmes. Mhm. Moi, ça va être sur le droit de porter le voile, mais pour d'autres femmes, ça va être peut-être de se faire respecter dans son travail, de pas être prise pour l'assistante qui va aller chercher un café. Ah ouais. Et voilà, quoi. Oui, enfin, l'idée, c'est surtout qu'on ne t'impose pas les décisions de l'extérieur, mais que ce soit toi qui ait le pouvoir de les prendre. C'est ça. Tu sais, aussi, pourquoi j'aime bien prendre ces modèles que je t'ai cités tout à l'heure, c'est parce que j'ai l'impression, en fait, qu'elles font aussi le coup. Parce qu'il y a des grosses fractures dans nos sociétés, et en fait, des fractures identitaires, vraiment. Avec tous les trucs comme les termes du communautarisme, la double identité. On est censé avoir tout côté l'identité française, enfin, tout ce débat-là, et on peut dérouler toute une liste. En fait, j'ai l'impression que ces femmes-là arrivent à faire le pont entre les deux. Mhm. Et elles représentent, à mes yeux, plus une idée de réconciliation plutôt que d'une déchirure. Et ce qui est cool, c'est que ces femmes-là, elles vont rencontrer des gens des deux parcours, entre guillemets, des gens de notre communauté qui sont parfois peut-être réconciliés sur eux-mêmes. Parce que c'est violent. Quand on est constamment... je disais que ces modèles-là des femmes que j'ai citées, je trouve qu'elles jouent vraiment le rôle d'un pont entre les différentes parties de la société qui se déchirent. Parce que moi, aujourd'hui, quand je suis confrontée à des personnes de ma communauté qui sont repliées sur eux-mêmes parce que forcément, il y a tellement de violence et au final, on n'a même plus envie de sortir de chez soi. Quand je dis chez soi, c'est pas forcément de sa maison, mais je veux dire de son milieu. C'est un peu, j'ai envie de dire, la réaction normale, hein, parce que quand on est constamment agressé par des choses à l'extérieur et qu'on est obligé de prouver que oui, on est civilisé, oui, on a des codes sociaux peut-être différents, peut-être que on va parler plus fort, peut-être qu'on a une identité, je sais pas moi. On va dire que de l'autre côté, on va nous dire qu'on est des sauvages et de vouloir prouver qu'on ne l'est pas, mais que on aime juste beaucoup rigoler et on est bon vivant. En fait, c'est tout un discours. Faut faire de la place pour mettre en avant ce discours-là et donner de la crédibilité à ce discours-là. Et quand on a des modèles, comme j'ai cité, qui ont plutôt bien réussi dans la société dans laquelle on vit, on se dit, ouais, peut-être qu'il y a une idée quelque part où on peut sauver ce qui reste. Parce que moi aussi, de l'autre côté, maintenant, je commence à comprendre pourquoi peut-être qu'on a beaucoup de préjugés sur les personnes qui viennent des quartiers populaires. Mis de côté l'islam, d'accord. Moi, par exemple, j'ai parfois des débats avec des collègues français et je comprends que eux-mêmes ils sont dans l'idée de s'expatrier parce que en France, pour eux, qui vivaient près des quartiers populaires, sur Paris et tout ça, ça devenait compliqué ces tensions-là qu'il y avait en permanence. Et j'ai envie de dire peut-être même que à force d'être dans un système de violence, ma communauté a aussi commis des actes de violence où de toute façon on le voit avec les récents meurtres qu'il y a eu avec le jeune Thomas et tout ça. Oui. Je suis loin, mais je me tiens encore au courant. Mais du coup voilà, ça prouve bien qu'il y a aussi un mépris qui est né de notre côté. Oui. Et je suis là, je me dis, en fait, quand est-ce qu'on va arrêter? Et en fait, c'est ça, quand on est confronté à la différence, c'est soit on se pose et on est assez sûr de soi-même, assez sûr de ce qu'on est,
et qu'on n'est pas forcément comme un animal blessé et qu'on arrive à se tenir droit et dire oui, bah oui, je suis comme ça et moi j'aime bien comment je suis, sans forcément dénigrer l'autre. En fait, c'est ça le problème des doubles identités et de nos sociétés multiculturelles, c'est qu'on a tendance à se réapproprier notre culture pour essayer de faire face aux micro-agressions qu'on pourrait avoir au quotidien. Oui. Alors qu'au final, et justement dans ce processus-là, on n'a pas besoin en fait normalement de rabaisser la culture de l'autre ou d'essayer de avoir un stéréotype négatif sur ce qu'est l'autre. Parce que les différences, c'est censé nous enrichir, c'est pas censé nous donner une posture d'ethnocentrisme, on est les meilleurs et à côté, c'est de la merde. J'aurais juste une question parce que tu disais la violence des gens de ta communauté, mais il y a aussi, est-ce que ce serait pas aussi une violence qui peut trouver son origine aussi dans la violence qu'elle subit d'ailleurs et dans le fait que de toute façon les populations immigrées sont souvent reléguées dans les quartiers, sont aussi souvent les populations qui doivent le plus faire face à la pauvreté. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi des éléments qui expliquent cette réaction? Ah mais complètement. En fait, moi de toute façon, j'ai l'idée que la violence, ça s'injecte. Et une fois que c'est un poison dans notre système, on va le reproduire à gogo et on va nous-mêmes ensuite on devient nous-mêmes violents. Donc oui, les personnes de ma communauté, ils sont victimes du système. Et c'est ça en fait notre défi à nous. De l'autre côté, peut-être que c'est une éducation sur déjà déconstruire toutes les idées du colonialisme. C'est juste incroyable le nombre de débats que j'ai eu avec les Français ici qui pensent que avant que la France, par exemple, colonise le Maghreb, il y avait rien au Maghreb. J'ai dû leur apprendre que à la place de dire berbère, nous on s'appelle les Amazirs, que les Amazirs avaient leur propre langue, qu'il y avait des tribus qui avaient aussi leur alphabet et que ces langues-là existent encore aujourd'hui. C'est des gens qui m'ont regardé avec les grands yeux, genre ah bon, avant la France il y avait quelque chose, oui en fait quand même. Oui. Et ça, il y a une question d'éducation. Donc, je ne sais pas si le système le fait correctement. Mais de notre côté à nous, je pense que en fait, il faut guérir de toute cette violence-là. Et se faire violence à soi-même pour ne pas devenir ce qu'on attend de nous, en fait. Parce que là, on est en train de reproduire exactement ce qu'on attend de nous. On nous désigne comme étant des délinquants, des meurtriers, des personnes sans éducation, des personnes agressives. Et en fait, on reproduit exactement ce qui se passe. Et on ne voit pas le bout du tunnel. On est entraîné dans cette spirale, dans ce cycle de violence. Et ça, je pense que c'est le défi que nous, de notre côté, on doit surmonter. D'accord. Je dirais même peut-être qu'il est un peu plus compliqué, un peu plus difficile à relever, je pense. Comment ? Pour moi, il a été facile. J'ai envie de dire que peut-être que c'est encore plus difficile que de simplement s'éduquer. Les défis que notre communauté doit relever, parce que se faire violence et essayer de décoller les étiquettes qu'on nous a données, moi, j'ai eu de la chance de le faire parce que je suis partie à l'étranger. Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Déjà, je sentais que j'étais toujours en tension quand j'étais en France. D'ailleurs, au lycée, quand j'avais eu mes premières altercations avec ma proviseure, parce que oui, j'avais un bandana quand je rentrais dans la cour, et que normalement c'était le portail, et ce bandana-là, qu'est-ce qu'il signifiait? Est-ce que c'est un voile? Est-ce que je le garde pour des raisons religieuses? Enfin, il y avait tout un débat là-dessus sur parce que parfois en fait en dessous du voile on a un bandana pour maintenir les cheveux, mais enfin je l'ai jamais porté en cours, que ce soit clair. Mais en fait il y a eu ce gros débat-là. J'avais 16 ans et en fait ça m'a tellement frustrée que à la fin de mes années au lycée, on m'a qualifiée comme une personne agressive. Pourtant, ça n'a jamais été comme ça. Enfin, je trouve pas que c'est dans ma personnalité, personnellement. Mais du coup, cette tension-là, cette étiquette qu'on a essayé de me coller, c'est encore quelque chose qui me hante.
Par exemple, Ouais. quand j'ai un conflit face à moi, je me dis tout le temps, ah, il faut que je réagisse correctement, j'ai pas le droit de m'énerver comme les autres, parce que si je m'énerve, forcément, ben, je vais avoir tous les clichés de la communauté maghrébine. Il faut que je maîtrise mon discours, que je maîtrise mon ton. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et en plus, je suis une femme, donc une femme, c'est forcément hystérique. Mhm. Euh, mais voilà. Enfin, moi, j'ai dû vivre avec cette tension-là jusqu'à l'âge de 25, 26 ans. Là, ça fait 1 an que j'ai quitté la France. C'est un énorme poids qui s'est levé, hein, enfin, D'accord. que j'ai plus sur mes épaules. Ok. C'est beaucoup plus facile à l'étranger de retrouver qui on est vraiment. D'accord. Du coup, bon, t'as déjà un peu parlé des remarques et des réflexions, des allusions qu'on t'a faites. Est-ce que tu aurais, en plus de cet exemple de la preuve que tu nous avais donné, est-ce que tu aurais d'autres exemples à partager aussi? Mm. Non. Alors du coup, toi, quand tu as dû, Franchement. voilà, quand tu as dû faire face justement au collège et au lycée, face aux personnes qui débattaient, qui disputaient avec toi sur la question du port du voile, comment toi tu t'es senti vraiment? Comment tu l'as ressenti? Comment tu t'es senti? Quand j'étais jeune, Ouais. j'avais pas les mots en fait. Hmm. J'ai, je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. Je comprenais pas pourquoi je faisais l'objet d'un débat. Ouais. Je pense que déjà quand on est adolescent, on n'a pas forcément, on est déjà dans l'idée de se rechercher, de s'affirmer, Mhm. et en fait avoir forcément des grosses claques comme ça en pleine figure à cette période-là, c'est pas le moment idéal. Et puis en fait, c'est mon idée de base, c'est que on peut pas dire à quelqu'un que oui, c'est pour, je sais pas moi, c'était des, c'était bête de leur part en fait, de dire que oui, on t'empêche de mettre le voile pour ta liberté, pour un espèce de vivre ensemble. Et je suis là, je me dis, mais en fait, on peut pas vraiment savoir qu'une personne, enfin, qu'on peut côtoyer d'autres personnes si on n'est pas vraiment soi-même. Hmm. Moi, si maintenant je viens avec le voile et que je vois que c'est la panique totale et qu'il y a un grand débat, que tout le monde s'énerve et les esprits s'échauffent, ben en fait, c'est que j'ai pas ma place. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un mensonge. Ça l'idée, en fait, qu'on m'a beaucoup menti durant ma scolarité sur le mythe républicain, ça, je l'ai vraiment ressenti. Cette, euh, cette illusion, en fait, qui est vraiment partie, en fait, avec le temps. C'était une illusion, en fait. Qu'on me dise que parce que je travaillais bien à l'école, je réussirais dans ma vie, ça, c'est vraiment un gros mythe. Donc, je sais pas, c'est comme un peu, je pense, dire que le Père Noël n'existe pas. Mais non, mais vraiment, ça a été un gros choc parce que j'ai jamais eu de difficultés scolaires. Ouais. Et la seule difficulté scolaire que j'ai eue, c'était à cette période-là. Et mes notes ont chuté parce que justement, après, j'ai fait comme d'absentéisme. Bon, après aussi, la santé, ça n'allait pas trop. Mais Mhm. en fait, j'avais plus envie d'aller en cours. Pour moi, c'était devenu de plus en plus optionnel. Déjà, je suis enfin, je suis plus l'idée d'apprendre en fait quand ça m'intéresse. Donc, avoir des profs que je sentais contre moi, bah, j'avais même plus envie d'y aller. Les cours qui m'intéressaient, ça se comptait sur les doigts d'une main. Ouais, ouais. C'était pas, l'école, c'était plus devenu bah, quelque chose que j'aimais. Alors que j'aime l'école, j'aime apprendre. Si je pouvais là, si j'avais l'argent et le temps, j'entendrais même une nouvelle licence dans une nouvelle thématique. Mhm. Mais c'est ouais, ça a été beaucoup choquant. Je sais même plus c'était quoi la question de départ. Bah, c'était la question de savoir comment tu t'es senti, comment tu as ressenti toutes ces choses-là. Mais après, Bon, euh, des illusions. ouais, une Voilà, désillusion. des illusions. Hmm. Euh, bon, après, la question suivante, c'est est-ce que tu t'en es défendu, mais ça, tu as déjà répondu. Euh, euh, je voulais aussi te demander comment est-ce que tu as géré ça et comment est-ce que tu gères ça encore maintenant, cette situation, enfin
cette discrimination que tu as vécue. On va mettre ce mot là-dessus pour l'instant. Et je voulais aussi te poser une autre question parce que Oui. quand on s'était rencontrés à la fac et j'ai trouvé que enfin moi personnellement je trouvais que tu étais quelqu'un qui était très ouvert à la discussion et très apaisé. Et du coup, comment tu as franchi le pas entre le collège et le lycée où tu te sentais vraiment rejeté et la fac? Qu'est-ce qui t'a fait un peu basculer dans une posture un peu plus apaisée, plus réfléchie, j'allais dire plus mature, mais ça c'est sûr, quand on grandit, on gagne en maturité, mais dans une position plus réfléchie, plus intellectuelle. Je vais être honnête avec toi, c'était juste une façade. Dans D'accord. le sens où je suis devenue de plus en plus douée Mhm. pour paraître calme. Mais à l'intérieur de moi, quand je fais face à une discrimination, ça s'entrechoque. Il y a plein d'émotions, je me retiens de pleurer. J'essaie de maîtriser ma voix, ce que j'arrivais pas à faire au lycée. Mhm. Tu sais, être calme et réfléchi, je l'étais même au lycée. Hein. Au lycée, j'arrivais à répondre. J'arrivais à mener des raisonnements pour prouver par A plus B que ce que je faisais, c'était pas mal. Alors, Mhm. j'étais pas je commettais pas un crime. Mais avec le temps, j'ai réussi à être de moins en moins dans l'émotionnel, ou en tout cas ne pas le faire paraître, ne pas le laisser transparaître. Parce qu'en fait, quand on a un discours émotionnel, euh, on est décrédibilisé. Mhm. Et il faut être rationnel. Faut vraiment faut être rationnel. Et c'est ce que j'ai appris. En fait, la différence entre le lycée et quand je t'ai rencontré toi, c'est que j'ai mis des années à m'entraîner à faire ça. J'ai fait de la sociologie, j'ai fait de la science politique, en fait, j'ai compris aussi que beaucoup des pensées que j'avais développées moi-même de mon côté, et ben en fait, ça rejoignait de grands auteurs. Et forcément, quand on connaît les grands auteurs, on arrive à avoir un discours qui est validé par une certaine catégorie sociale, et forcément, on peut paraître beaucoup plus crédible. En fait, je me suis juste éduquée à avoir le discours qu'il faut pour ces gens-là. Mhm. Mais à l'intérieur de moi, ouais, non, on brûle en permanence. Si on rentre un petit peu dans la poésie émotionnelle, c'est on brûle en permanence. C'est très frustrant. Ouais, j'imagine. Ça va pas être simple du tout en fait. Et bah du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner à d'autres personnes qui vivent la même chose? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Pas des conseils que tu voudrais donner, mais des trucs que tu aurais envie de dire aux personnes qui vont nous écouter. Qu'on est des belles personnes, même si on essaye de nous faire croire le contraire. Euh, Moi, j'ai des origines nord-africaines, maghrébines. On a une superbe histoire et j'ai appris à l'aimer. Donc c'est pour ça que aussi j'ai pas eu une identité qui serait construite forcément en opposition avec ma communauté, ce que certains finissent par faire. Donc j'ai pas le rejet de là où je viens. Mhm. Je me suis vraiment réconciliée avec ça. Je me suis réapproprié plein de choses. Et en fait, si des personnes sont dans le rejet de ce qu'on est, ben en fait, ne le prenez pas personnellement parce qu'au final, ces gens-là, c'est des personnes qui manquent d'éducation, mais c'est pas forcément négatif. Hein. C'est dans le sens où elles ont pas assez de savoir. Elles ont pas cette capacité à aller à la rencontre de l'autre. Et en fait, c'est dommage pour elles. C'est pas dommage pour nous. Et s'entourer des personnes qui peuvent nous voir, qui nous acceptent. Et même si on peut passer des journées où on nous dit ouais, ça n'existe pas forcément, ben en fait, franchement, il y a toujours une belle personne quelque part qui, qui finit par nous accepter ou qui est assez ouverte d'esprit. Et rester en contact avec les personnes qui sont ouvertes d'esprit jusqu'à qu'on se sente assez solide sur nos bases. Donc moi aujourd'hui, je sens que je suis quand même plus solide sur mes bases identitaires. Et ensuite, du coup, je peux avoir des, des discussions avec des personnes, ben, du coup, qui croient que le colonialisme, c'était cool.
Donc aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que je suis très fière de ce que je suis. Mais voilà, c'est peut-être mon conseil. Je sais pas s'il a été assez clair. Si. Enfin, pour moi, c'est clair. Euh, Comment est-ce que tu penses que les choses vont évoluer dans le futur? Pour toi, en France Ah, moi personnellement, je suis dans la lutte, dans le mhm, sens où je lâcherai pas le steak. Je suis à l'étranger, mais moi, aux dernières élections législatives, je suis partie voter. C'était pas une excuse. J'ai pas lâché l'affaire dans le sens où je me dis, oh, la France, c'est derrière moi et je laisse la merde qu'il y a en France et entretuez-vous. Non, c'est pas ma logique. Euh, donc, oui, se réapproprier le débat politique, c'est pas mal, même si on diabolise de plus en plus tout ce qui est LFI et tout ça. Euh, mais ouais, non, continuer à se faire de la place sur la scène politique. En fait, je pense que trouver sa place dans les hauts postes, dans la scène politique, dans les médias, tout ça, ça finira par payer un jour. d'accord. Ouais, Ouais. je pense que ça finira par payer. Un jour, peut-être qu'on arrivera à l'entendre. Ou peut-être qu'il faut un nouvel ennemi Oui. pour faire oublier. Après, ça répond presque à ma deuxième question. C'est comment est-ce que tu espères que les choses vont évoluer? Quels sont les espoirs qu'on peut nourrir pour un futur proche ou même plus Euh, lointain? Bah, l'espoir, ça reste un souhait. Donc oui, le souhait, c'est de voir les choses s'arranger, que la France arrête de mener la guerre contre ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'elle a peur, ce qu'elle perçoit comme une menace. Mhm, Donc ça, ce serait pas mal. Mais aussi, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que de la peur, c'est aussi vouloir soumettre. Il y a vraiment cette idée on va faire plier les gens qui ne correspondent pas à l'idéal de ce qu'on se fait de la France. Et ça, c'est ça en fait qui fait un peu peur et je pense que la tension monte d'un cran. C'est que on n'est plus dans l'idée de ouais c'est dangereux, faut faire attention. Là en fait on est vraiment rentré dans la lutte. mhm. Peut-être que c'est parce que j'ai grandi et que je le ressens plus comme ça, parce que quand même ça a commencé en 2002 avec c'était 2002 ou 2006? Non, je crois que c'était 2006. Pour, La première loi C'était 2004. du voile dans les collèges. C'était 2004, 2004, mais pardon. après, ça avait commencé déjà en 1994, les premières exclusions dans les collèges. Oui, mais là, en fait, la première fois où ça a été institutionnalisé, donc enfin, ça a été dans le système législatif, en fait, que ça a été inscrit, Ouais, c'est ouais. en 2004. Ah oui. Je pense que c'était le premier acte très agressif. Hmm. Et depuis, en fait, ça continue, ça continue, ça continue. La loi contre le séparatisme. Bon, ils ont changé le nom, c'est la loi des renforcement des valeurs républicaines. C'était ça, je crois. Oui. Euh, En fait, ça aussi, c'est l'un des derniers, on va dire, j'essaie de pas être trop violente dans la façon de parler, enfin, violente dans le sens où j'essaie de pas attiser trop de haine, mais le dernier move, voilà, ils ont fait, c'était avec cette loi-là, et en fait, ça a permis, même au monde du privé, donc les associations. Donc en fait, voilà, le domaine du social, on n'est même plus dans le privé. Donc les entreprises dans le privé, ça c'était avec la loi El Khomri, et ils ont réussi à faire en sorte qu'ils pouvaient faire l'interdiction du voile dans les règlements intérieurs d'une entreprise. Ça, c'était Mhm. déjà un maître. Mais ensuite, pour les associations, la charte de la laïcité, qui doivent signer pour avoir des fonds publics, les oblige, ou en tout cas leur donne la permission de refuser des jeunes filles voilées pour travailler en fait dans le social. Mhm. Moi, du coup, quand j'ai fini mon master et que j'ai commencé à postuler, bah, en fait, on se basait sur ça. Que oui, on reçoit des fonds publics, du coup, on remplit des missions du service public, du coup, on peut pas vous prendre.
Je me suis dit, waouh, le social qui est là pour justement maintenir l'ordre dans nos quartiers populaires, ben, en fait, ils ont même plus la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Enfin, on peut même plus être acteur dans nos quartiers. Et ça, je trouve que en fait, c'est encore plus violent que tout ce qui a été fait. Ça veut dire que l'école, on peut comprendre. Allez, les entreprises, c'est pour faire un peu faire un peu plaisir aux patrons qui seraient assez fachos pour pas avoir des jeunes femmes voilées dans son entreprise. Mais le social, les terrains sur enfin, c'est notre quotidien en fait. Enfin, moi c'était l'ASCO, comment ça s'appelle les centres socioculturels, voilà, c'est ça. Les centres socioculturels, c'est là où on est censé aller faire des activités quand on sort après l'école. C'est là où je suis censée, je sais pas moi, proposer des projets. Et en fait, on sort, c'est juste une dinguerie. Enfin, pour les femmes voilées, en fait, il reste quoi? Elles sont censées aller où? Elles sont censées mettre en pratique ce qu'elles ont appris où? Comment? Genre, non, franchement, ce dernier move était très agressif. C'est le too much. Et je sais pas ce qu'ils vont faire encore par la suite. Avec les prochaines présidentielles, je sais pas si Marine passera ou pas, ou Bardella. Mais ouais, non, ça continue. Ça continue et ça devient de plus en plus. À notre niveau, comment est-ce que nous on peut faire collectivement pour que tout ça évolue? Et là, du coup, je parle pas forcément que des communautés musulmanes ou des trucs comme ça, mais il y a des alliés aussi. Il y a pas mal de gens qui sont qui sont pas forcément pour le port du voile, mais qui sont pour la liberté de choix des personnes. Comment est-ce que collectivement, à ton avis, on peut faire pour que ça évolue? Vraiment, t'as utilisé le mot que j'allais utiliser. Il faut des alliés. En fait, ça se fait pas que de notre côté. Nous, on peut essayer de tendre les bras, d'essayer de monter un peu socialement, mais il faut de l'autre côté aussi des alliés. Ça se fait pas. Comme on dit, on a un dicton là qui dit qu'une main ne peut pas applaudir. Enfin, dans le sens où il faut deux mains pour applaudir. Donc, non, temps humain, et il faut aussi qui vient pour faire le top 5. Est-ce que toi, tu as déjà identifié des personnes ou des groupes de personnes qui pourraient être des alliés, en fait? C'est pas facile comme question, je m'en doute. Hein. Ouais, parce que j'ai réussi à apprécier des personnes. Hein. Par exemple, moi, je sais pas, tout simplement ma directrice de mémoire. Je pensais que c'était une personne très ouverte d'esprit, hein, et je le considère toujours. Hein. Mais qu'il n'y ait pas eu d'intervention ce jour-là qu'il n'y ait pas eu un stop de sa part ce jour-là, le jour de cette agression-là, moi, ça m'a un peu surprise. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré dans l'esprit des gens que c'est normal d'agresser une femme voilée ou de lui faire des remarques sur son voile. J'ai l'impression que c'est devenu normal, en fait. Donc, j'ai envie de dire, même les personnes que, de base, je pensais qu'elles étaient alliées, en fait, je me dis, peut-être que pas autant. Il y a une limite, en fait. Il y a une limite. Du coup, je sais pas. Je pense pas que c'est une réponse que moi je peux fournir. Je pense que c'est plutôt, du coup, à ces alliés-là de dire s'ils sont vraiment des alliés et de faire ses preuves. Parce que moi, je ne changerai pas. J'enlèverai pas mon voile. Je lutterai toujours pour le porter. Et maintenant, qui est vraiment là pour lutter contre ça, c'est à eux de faire savoir qu'ils existent en fait. Et de pas avoir peur de le dire. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France c'est tellement acquis cette façon de penser qu'aujourd'hui on a un peu peur de dire que le voile, faire un peu attention à comment tu le portes, essaye de le mettre en arrière, tu peux pas un peu le porter un peu plus ouverte. Alors voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un compromis, il y a toujours à un moment donné, on se dit, ouais, mais toi, tu veux pas faire un petit pas? Bon, voilà. Moi, je suis ouverte à l'idée d'avoir des alliés.
Mais est-ce que maintenant je peux dire à 100% que j'en ai? Pour l'instant, il y a personne qui me l'a. Oui, la question c'est est-ce que s'il y a des alliés, est-ce qu'ils sont vraiment dignes de confiance? Ou est-ce C'est que... ça. En fait, une personne qui veut lutter pour mes droits, déjà, je pense que c'est très difficile de prendre parti pour une lutte qui nous concerne pas forcément. Mhm. Donc, déjà, moi, je dis, c'est gentil de la part de certaines personnes de temps en temps dire, ah, mais non, ça se fait pas trop, faut y aller un peu plus doucement. Enfin, déjà, c'est très gentil de la part. Après, les personnes qui sont capables d'être à fond, qui sont prêtes à vouloir réformer les choses, à avoir un discours politique et de ne pas lâcher ce discours politique-là, j'en connais pas tellement. Toi, t'en connais? Oui, j'en connais, mais c'est vrai qu'ils sont pas... c'est des gens qui sont engagés politiquement, mais qui, disons que dans la politique, ils sont toujours très minoritaires en fait. Ouais. Bah, j'espère un jour qu'ils seront un peu plus entendus. Oui, oui. Après, c'est vrai que c'est enfin, je pense que déjà pour toi, ça doit être, c'est épuisant de mener des combats comme ça. Mais c'est vrai que quand on n'est pas impliqué et que on se sent pas forcément légitime à dire les choses, ça peut être aussi encore plus épuisant parce que on n'a pas les arguments, on n'a pas les exemples, on n'a pas forcément les mots pour le dire non plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça aussi que je récupère des témoignages comme le tien parce que ça ça peut être des choses auxquelles on peut renvoyer aussi sans être obligé de le dire à la place d'eux. Mais dire ah oui Tant mieux mais alors. Hein. il y a cette voix-là qui existe et on l'a posée là, vous pouvez l'écouter quoi. Ben, espérons que ça va faire effet alors. Bah, Ça va résonner dans la tête de quelqu'un. Voilà, j'espère que ça peut résonner au moins pour une ou deux personnes. Je sais que ça va pas forcément changer le monde. Mais si ça peut toucher quelques personnes, si ça peut inspirer des personnes, je pense que c'est déjà beaucoup. Ouais. Espérons-le. Hein? On garde espoir. Ouais, voilà. On reste optimiste. J'aurais encore une autre question. À ton avis, est-ce que le multiculturalisme et l'interculturalité peuvent faire bouger les lignes ou pas? En mettant une différence entre le multiculturalisme, c'est faire coexister différentes cultures, et l'interculturalité, c'est chacun peut se nourrir un peu de la culture de l'autre. Je pense que oui, ça peut faire effet et je pense que c'est ce qui a donné lieu au wokisme. Je sais que à la bouche de certaines personnes, ça ressemble à une insulte, mais je trouve qu'on est sur une bonne voie. Mm-hmm. L'idée de réveiller un peu les identités endormies, comme moi je les appelle, Mm-hmm. Et d'aller avec sa propre identité, du coup, aller à la rencontre de l'autre et déconstruire beaucoup de discours de haine, en fait. Juste en se montrant, en se pointant quelque part et en faisant la rencontre de l'autre. Je pense que ouais, c'est forcément c'est une part enfin, c'est une pièce du puzzle de la solution. Ok. Du coup, racisme, discrimination, rejet de la différence, etc., etc. Quels sont les mots que toi tu mettrais sur ton vécu? Je fais attention avec ces mots-là parce que je considère, et peut-être que c'est une façon d'être optimiste dans ma vie, mais je pense que, allez, je donne un chiffre au hasard. 80% des cas de situations de discrimination, de racisme en France, c'est de la connerie. Dans le sens où les gens ne sont pas assez renseignés ou tout simplement suivent à la lettre le système qu'on leur a mis dans la tête. C'est des personnes qui n'ont pas eu assez de réflexion. Pour moi, les vrais racistes, c'est les personnes qui sont conscientes de leur façon de penser, qui revendiquent cette façon de penser-là et qui essayent d'entraîner des autres. Enfin, voilà, il y a quand même un degré de conscience entre le raciste et la personne qui commet des actes de discrimination. D'accord. Donc moi, ce que j'ai vécu,
Je pense que par exemple, de la part de ma jury, enfin de la psychologue, le jour de ma présentation de mémoire, je pense qu'il y a du racisme, mais vraiment décomplexé, en roue libre. Je pense que à ce niveau d'études, quand on est là quand on arrive aussi loin dans sa carrière et qu'on est dans un jury pour noter les travaux de recherche des étudiants, enfin, faut avoir un certain degré de connaissance et de conscience. Mhm. Dire que les femmes voilées portent le voile pour des raisons débilisantes, en fait, ça veut dire qu'on est débile. Enfin, et tu sais, en plus, on a eu un débat, moi et elle, sur le mot qu'elle a choisi, débilisant. Elle a essayé de me faire comprendre c'était quoi, en gros, que c'était l'idée qui était débile. J'ai dit non, participe présent, débilisante. Enfin, je connais le mot français, ça veut dire que ça nous rend débiles. Mhm. C'est une insulte envers la femme musulmane, c'est pas une critique, parce qu'elle a essayé de tourner, oui, c'était une critique de l'idéologie. Non, c'était pas une critique de l'idéologie. Enfin, bon. Voilà, les gens comme ça qui sont capables d'avoir un espèce de double discours et tout ça, c'est eux les plus dangereux. Au quotidien, les personnes que je croise, qui parfois me font des remarques, parfois, la dernière fois, c'est un chauffeur Uber qui me demande pourquoi je porte le voile. Parce que justement, il a vécu en France et qu'il sait comment ça se passe en France et que normalement, si je viens de France, je devrais être assez émancipée pour ne pas porter le voile. En bon. Mais tu vois, ces gens-là, c'est juste des perroquets qui vont répéter ce qu'ils ont entendu. Mhm. Et quand tu vas pousser un peu la réflexion avec eux, ben ils sont pas là à essayer d'avoir raison à tout prix. Parfois, en fait, ils gardent le silence. Et c'est déjà bien, quoi, tu vois. Donc, je pense que entre les mains des gens qui ont du pouvoir, par exemple un patron d'entreprise, un politicien, tout ça, c'est du racisme pur et dur. Une RH qui mène un entretien et qui est obligée de annoncer qu'il y a un règlement intérieur et qu'il faut enlever son voile, elle applique les règles, elle est victime du système, elle répète ce qu'on dit, c'est de la discrimination, mais c'est pas une personne raciste. Tu vois ce que je veux? Oui, je vois. Il y en a qui font Donc de la... voilà, il y en j'essaie a de qui faire font... cette distinction-là. Pour toi, les racistes, c'est ceux qui font agir la discrimination, mais en connaissance de cause. Et sinon, la plupart du temps, les autres, ils font preuve de discrimination par ignorance, en fait. C'est ça, et je trouve que alors ça, c'est un message pour toutes les personnes qui sont un petit peu obligées de remballer des femmes voilées. Hein. Je pense que c'est toujours bien d'entendre que vraiment désolé si c'était entre mes mains, ben j'aurais fait autrement. Ça fait quand même plaisir. La pilule, elle est quand même difficile à avaler quand on nous refuse un job pour ces raisons-là. Mais ça fait plaisir de se dire que oui, en fait, il y a des gens, en fait, c'est malgré eux. C'est pas parce qu'on nous déteste ou parce qu'on nous rejette. Tu vois? En tout cas, voilà, j'ai un message pour ces personnes-là, précisez-le, que si c'était entre vos mains, peut-être que ce serait différent. Ok, ben je vais mettre les deux dernières questions là sur une seule. La première, ce serait quelles sont les conclusions que tu en tires, et puis est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour conclure? Tu peux répéter la première question, je suis désolée. Quelles sont les conclusions que tu tires de toute cette discussion qu'on a eue? Et puis du coup, ça peut servir aussi de mot de la fin, ou si tu as envie de rajouter quelque chose comme mot de la fin, c'est bien aussi. Alors, la conclusion que j'en tire de toute notre discussion, c'est que je réalise à quel point je suis effectivement beaucoup plus en paix, dans le sens où, comme j'arrive à avoir beaucoup plus de nuances, c'est ce qui m'aide à appréhender les micro-agressions. Je réalise que ça va, je me situe en fait dans une conception de la réalité, de notre réalité d'aujourd'hui, beaucoup plus nuancée. Et j'espère que les personnes qui vont écouter ça, elles vont le réaliser en fait, elles vont essayer de dépeindre le schéma que j'ai en tête. Mm-hmm. Et même si la lutte elle est encore très très longue, faut encore conserver ces nuances-là. Et peut-être même en rajouter quotidiennement. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à une vraie réconciliation. Et ça, c'est aussi mot de là.
Ok, bien merci d'avoir bien voulu répondre aux questions du CVIC. C'est moi qui te remercie. Just think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling